Le F-16 Fighting Falcon est l'un des plus remarquables chasseurs de la fin du XXe siècle. Conçu par General Dynamics, il fait partie maintenant de la gamme de Lockheed Martin. Il a été développé depuis un concept expérimental de chasseur léger et il a évolué vers le rôle de chasseur tout temps et d'avion d'attaque de précision. Le F-16 est construit depuis 5 centres de production séparés, faisant de lui le plus important programme d'avion d'attaque occidental. Plus de 4000 F-16 ont été construits et la production continue encore. C'est en 1965 que l'US Air Force a commencé à formuler ses besoins pour des chasseurs à haute performance. Ceci incluait le FX, un intercepteur chasseur de supériorité aérienne lourd, et un chasseur diurne léger ADF. Le FX devait être un avion de chasse de la classe des 20 tonnes, équipé d'un radar performant et sophistiqué, et aussi équipé de missiles longue portée à guidage radar. L'ADF devait se présenter comme un avion d'environ 12 à 15 tonnes, avec un excellent rapport masse-poussée et une charge LR adaptée pour lui donner une supériorité sur les performances du MiG-21 d'au moins 25%. Le concept général de l'ADF relevait de la même réflexion menée après la guerre de Corée et qui déboucha sur le F-104 Starfighter. L'apparition en 1967 du MiG-25, capable d'atteindre Mach 2,8, effraya les analystes du département de la Défense et modifia la planification des futurs chasseurs de l'Air Force. Les hautes performances devinrent primordiales. Le concept FX aboutit au McDonnell Douglas F-15, un biréacteur à l'avionique performante et doté de missiles longue portée. Le programme ADF fut temporairement mis en sommeil. L'idée d'un chasseur léger ressurgit au début de 1970 sous la forme d'une fiche programme LWF ou chasseur léger, qui fut soumise aux industriels le 16 janvier 1972. Elle précisait les besoins d'un haut rapport masse-puissance, un poids en charge inférieur à 10 tonnes et une manœuvrabilité exceptionnelle. Aucune velléité d'égaler les performances du MiG-25 n'était spécifiée. L'accent étant porté sur les performances en combat aérien à des altitudes de 30 à 40 000 pieds et à des vitesses comprises entre Mach 0,6 et Mach 1,6. Les points importants étant l'accélération, le taux de virage et l'autonomie, plus que les hautes vitesses. Une petite taille était aussi requise. Les MiG-17 et 21 avaient montré au Vietnam qu'ils étaient difficiles à détecter visuellement en combat. La fiche spécifiait 3 objectifs principaux. L'avion devait tirer parti pleinement des nouvelles technologies, réduire les risques et les incertitudes du développement et de la production, et prendre en compte les options technologiques des besoins militaires futurs. Avec la sélection du F-15 Eagle pour le programme FX, les ingénieurs de General Dynamics se sont concentrés sur la définition du chasseur léger dévolu au combat aérien de jour avec un équipement électronique minimal. L'étude ainsi menée l'a été sous la désignation constructeur de modèle 401. Le résultat de ce travail fut le YF-16, conçu et construit à Fort Worth, au Texas, sous la direction de William Dietz et Lyman Josephs, avec Harry Hilaker comme ingénieur en chef. Le General Dynamics Model 401 a été étudié sous forme de maquette et des douzaines d'essais en soufflerie ont permis la définition de la configuration finale de l'avion.
Il n'y eut aucune tentative de pousser l'intégration des technologies avancées spécifiques. Là où elles n'étaient pas nécessaires, les technologies plus anciennes et éprouvées furent largement employées. L'ensemble a été conçu pour en faciliter la construction avec l'usage de matériaux conventionnels peu onéreux partout où ce fut possible. Dans l'idée de baisser ses coûts de production, une grande partie des éléments devaient être compatibles avec les avions déjà en service ou encore à l'état de projet. Les technologies avancées ont été utilisées seulement dans les cas où elles étaient nécessaires pour atteindre les objectifs de performance requis. General Dynamics décida d'utiliser un seul réacteur de type F100 au lieu des deux General Electric YJ-101 qui étaient utilisés pour le projet concurrent de Northrop. Un simple F100 permettait une consommation de carburant inférieure à une paire de YJ-101 et les études ont révélé que cette configuration monoréacteur n'aurait que peu d'influence sur la sécurité des vols. Cette solution permettait en outre d'obtenir une masse totale en ordre de combat de 8 tonnes, tandis qu'une configuration avec 2 YJ-101 aurait entraîné une masse supérieure à 10 tonnes pour la même configuration de vol. Durant les études préliminaires du F-16, General Dynamics étudia les options de simple et double dérive. La configuration avec une double dérive entraînait des complications techniques, tandis qu'une dérive unique montra toute satisfaction à condition qu'elle soit suffisamment dimensionnée. Les études furent menées intensivement sur la configuration de l'entrée d'air avant que sa position définitive, sous le nez, ne soit fixée. La position ventrale de l'entrée d'air a été choisie pour que l'alimentation en air du réacteur soit assurée même à grande incidence. L'entrée d'air était à l'origine située sous le menton de l'avion, mais progressivement, elle a été reculée pour alléger l'appareil jusqu'au moment où cette progression fut stoppée par la nécessité de la maintenir en avant du train d'atterrissage. Ce positionnement sous le fuselage n'a pas que des avantages. Il représente un danger potentiel pour le personnel au sol et soumet évidemment le réacteur au risque d'ingestion de corps étrangers, des pierres et des débris se trouvant sur une piste. Cependant, l'absorption des gaz du tir au canon est évitée et le train d'atterrissage reste protégé. Pour des raisons de poids et de complexité, l'entrée d'air est fixe. 4 formes d'ailes ont été envisagées. Aile droite, en flèche, à géométrie variable et en delta. Une aile droite à faible flèche a finalement été choisie car elle apporte la meilleure combinaison de bonne manœuvrabilité, capacité de fortes accélérations et portance maximum pour garantir de bonnes performances en altitude. L'équipe de conception choisit une aile à cambrure variable contrôlée par ordinateur, équipée de volets de courbure en bord d'attaque et de flaperons en bord de fuite qui servent à adapter la cambrure de l'aile aux conditions de vol afin de maximiser son efficacité. Les ailes étaient trop minces pour recevoir les éléments du train d'atterrissage principal. Celui-ci fut donc installé sous le fuselage avec les logements pour les roues. L'aile est constituée principalement d'aluminium avec quelques parties en acier, en titane et en matériaux composites. Le F-16 est doté de commandes de vol électriques. Un certain nombre d'éléments ont été ajoutés pour permettre aux pilotes de supporter jusqu'à 9 G. Un mini-manche situé sur une console latérale et un siège éjectable incliné vers l'arrière de 30 degrés. La verrière est une bulle autorisant un champ de vision de 360 degrés. Même si le programme LWF ne spécifiait qu'un minimum d'équipements électroniques, l'équipe de conception reconnut qu'un avion opérationnel exigerait probablement un équipement de ce genre plus lourd et plus volumineux.
La décision fut prise de dimensionner l'avion pour lui permettre d'emporter les missiles à guidage infrarouge Sidewinder, plus un canon M61, et d'anticiper l'éventuel besoin d'emport du missile à guidage radar Sparrow. Sachant que les pilotes du F-16 préféraient utiliser le carburant des réservoirs externes additionnels pour gagner la zone de combat et revenir en consommant le carburant des réservoirs internes, l'équipe de conception adapta le volume des réservoirs internes et, réduisant ainsi la taille du fuselage, allégea au passage l'avion de 700 kg sur sa masse à vide et de 1700 kg sur la masse en pleine charge. Ainsi, le taux de virage fut augmenté de 10% et l'accélération de 30%. L'interchangeabilité des gouvernes de profondeur gauche et droite et des flaperons réduisit le coût de l'avion. Une grande partie des éléments du train d'atterrissage sont communs à chaque côté. L'avionique est simple et l'armement constitué d'un canon à tube rotatif de 20 mm M61A1 et de 2 AIM-9 Sidewinder en bout d'aile, ainsi que 2 points d'emport de charge sous chaque aile. Le prototype du YF-16 fut présenté officiellement le 13 décembre 1973 à Fort Worth et fut ensuite transporté à la base d'Edwards le 8 janvier 1974. Son premier vol fut un bond involontaire entre les mains du pilote d'essai Phil Oestricher lors d'un essai de roulage sur piste le 21 janvier 1974. En raison d'une vitesse de roulage trop importante au cours de cet essai, la queue de l'appareil frotta la piste. 2 choix s'offrirent alors au pilote, sortir de la piste ou s'envoler. Il choisit la seconde option et sauva vraisemblablement tout le programme. Le premier vol officiel fut retardé le temps de remplacer le stabilisateur droit. Il eut lieu le 2 février 1974, toujours avec Phil Oestricher aux commandes, lequel atteint alors la vitesse de 800 km/h et l'altitude de 10 000 mètres. À 2 occasions, lors de ses premiers vols d'essai, le réacteur F-100 se bloqua en position ralentie, obligeant le pilote alors à l'atterrissage forcé. Des restrictions de vol temporaires furent imposées au prototype tant que le problème ne serait pas corrigé. Le F-16 devait rester en vol à une distance de l'aérodrome lui permettant de l'atteindre en vol plané. La panne était due à une valve d'alimentation en carburant qui se bloquait dans la position gaz réduit. À l'intérieur de l'Air Force, des voix s'élevaient contre le LWF, arguant qu'il pouvait être une menace contre le projet F-15. Pour faire taire les suspicions, le programme LWF fut rebaptisé Air Combat Fighter, chasseur de combat aérien, par le département de la Défense. Au même moment, les gouvernements belges, néerlandais, danois et norvégiens envisageaient le remplacement de leur F-104G Starfighter. Ils formèrent Multinational Fighter Program Group pour lui choisir un successeur. Les candidats initiaux étaient le YF-17 de chez Northrop, le Dassault Mirage F1, le Saab JA-37 Viggen et le General Dynamics F-16. Le vainqueur du programme Air Combat Fighter deviendrait le candidat idéal. Mais le MFPG voulait savoir si l'US Air Force allait acheter l'avion avant de prendre une décision. Ces nations exigèrent une décision de l'US Air Force pour décembre 1974. Le 13 janvier 1975, John McLucas, ministre des Forces aériennes, annonça que le YF-16 était sélectionné comme vainqueur de la compétition ACF. L'Air Force passa alors un contrat pour 50 avions de pré-série. 2 versions seraient construites, monoplace baptisée F-16A et biplace F-16B.
Une grande partie de la décision de sélectionner le F-16 résida dans ces réacteurs F-100, les mêmes que ceux du F-15. L'achat en grande quantité de ces réacteurs permettait une économie sur le développement du F-15, qui était l'avion que désirait réellement l'Air Force. Les considérations politiques n'étaient pas non plus absentes. Alors que la production des F-111 touchait à sa fin, General Dynamics avait grand besoin des commandes du F-16 pour maintenir son centre de Fort Worth en activité. À cette même époque, le F-16 était toujours en compétition pour le nouvel avion de combat de l'US Navy. La proposition de General Dynamics était un monoplace embarqué basé sur une cellule de F-16B. La place libérée au niveau du second siège permettait d'installer plus de carburant ou d'avionique. Mais en mai 1975, la marine annonça qu'elle n'achèterait pas de F-16 navalisé, mais optait à la place pour un avion issu du YF-17 qui devint plus tard le FA-18 Hornet. En février 1975, l'OTAN proposait le F-16 au prix de 5 160 000 $ l'unité, tablant sur un total de production de 2000 avions, comprenant ceux de l'US Air Force et des autres pays, dont l'OTAN. Parallèlement, le gouvernement américain annonçait qu'il autorisait le transfert de la technologie du réacteur F-100 vers ces pays. Du coup, en mai 1975, le YF-16 effectua son premier vol transatlantique pour une tournée commerciale chez ses clients potentiels membres de l'OTAN et fit une apparition remarquée au Salon du Bourget cette année-là. Le 7 juin 1975, conforté par l'acquisition de l'appareil par l'US Air Force, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège annoncèrent l'acquisition du F-16 comme remplaçant du F-104. Le contrat portait sur une production initiale de 348 avions. Le F-16 proposait une technologie et des performances supérieures à ses concurrents et des possibilités de production bien plus attractives. Bien sûr, il y eut quelques critiques, notamment sur le manque d'un système de détection longue portée et sur l'absence de capacité tout temps. Quelques-unes portaient également sur les problèmes de performance que connaissait alors le moteur F-100. Un important réseau de sous-traitants pour la fabrication sous licence du F-16 en Europe fut constitué. L'assemblage final étant effectué à Gosselies en Belgique et à l'usine Fokker de Schiphol aux Pays-Bas, de la même manière qu'à Fort Worth au Texas. La production commença en 1978. La construction du premier F-16 de série commença à Fort Worth en août 1975. Ceci amena General Dynamics dans une modernisation majeure de son énorme usine, laquelle avait été construite pendant la Seconde Guerre mondiale pour la fabrication des B-24 Liberator. Cette usine, en effet, n'avait pas été rénovée depuis les années 60. Les F-16A de série, différents du YF-16 par leur fuselage allongé de 66 cm, 25 cm en milieu de fuselage pour permettre une plus grande charge de carburant et 41 cm dans le nez pour s'adapter au radar Westinghouse APG-66. La surface alaire est augmentée de 6 mètres carrés et un point d'emport supplémentaire sous chaque aile est installé. Au total, 9 points d'emport sont disponibles. 3 sous chaque aile, 1 à chaque bout d'aile et un point central sous le fuselage, autorisant jusqu'à 4,5 tonnes de carburant ou d'armement.
Le stabilisateur horizontal a été agrandi et le réacteur F100 équipé d'un démarreur autonome. En 1977, l'Air Force annonça sa volonté d'acquérir 783 F-16A et B supplémentaires, en spécifiant que ces avions étaient destinés au rôle de chasseurs-bombardiers, en contradiction avec le programme initial LWF, qui concernait un chasseur diurne et léger. Le tout premier F-16A de série sortit des chaînes de Fort Worth et fit son premier vol en août 1978. Le premier vol d'un F-16 européen, en l'occurrence un biplace, eut lieu le 11 décembre 1978 à Gosselies. Les premiers F-16A et B sont livrés au 388e Tactical Fighter Wing sur la base de Hill dans l'Utah en janvier 1979. La force aérienne belge reçoit ses premiers exemplaires au même moment. Le premier F-16 des Pays-Bas est livré en juin 1979. Les livraisons pour le Danemark, la Norvège et Israël débutent en janvier 1980. En juillet de cette année-là, le surnom Fighting Falcon, le faucon combattant, est adopté officiellement. Au moment de son entrée en service, en 1979, il était prévu que son successeur arrive en 1999. Pour de nombreuses raisons, économiques comme politiques, le F-16 ne sera pas remplacé ni retiré du service avant de nombreuses années. Pour maintenir le même niveau de capacité opérationnelle et d'efficacité des avions existants pour les 10 ou 20 prochaines années, un important programme de modernisation a été entrepris, le Midlife Update MLU, mise à jour en milieu de carrière. Le projet commença en 1989 avec 2 années d'études des possibilités d'amélioration des F-16. La phase de développement débuta en mai 1991 et continua jusqu'en 1997. Les cellules de F-16 ont été soumises à des charges et à des accélérations supérieures aux évaluations de 1979. Il en a résulté un certain nombre de ruptures de cellules en vol et la découverte de criques sur de nombreux avions. Avant d'être rénové dans le cadre du chantier MLU, l'état de l'aéronef est examiné et avant d'entreprendre le chantier de mise à jour, il est réparé si nécessaire. Après ce processus, les avions sont capables d'effectuer au moins 5000 heures de vol supplémentaires et continuer leur carrière opérationnelle au-delà d'une trentaine d'années. Toutes les 5 visites d'entretien, les avions sont dépouillés de tous leurs équipements et réassemblés afin d'y exécuter nombre d'opérations, incluant le remplacement des centaines des harnais électriques, le cockpit en comportant une centaine à lui tout seul. Tout au long de sa vie, le F-16 a été utilisé pour des tests destinés à aider les ingénieurs à comprendre certains aspects du vol. Par exemple, en février 1980, General Dynamics a proposé une version du Fighting Falcon avec une modification radicale de sa voilure. Celle-ci était à l'origine destinée aux avions de ligne supersoniques. Le projet fut dévoilé comme le SCAMP, programme de croisière et d'évolution en supersonique, et ensuite porta le nom de F-16 XL. L'aile Delta avait une forme de flèche irrégulière avec un total de 58 mètres carrés, le double de la surface des ailes d'un F-16 standard.
Les objectifs de cette recherche incluaient l'exportation de formes et de profils d'ailes innovants, efficaces en vol de croisière supersonique, tout en autorisant une agilité de chasseur dans les domaines transsoniques au-delà de Mach 1. Pour cela, l'aile fut conçue pour avoir une très faible traînée en haut subsonique et à vitesse supersonique sans dégrader la manœuvrabilité à basse vitesse. Le programme F-16 à poussée vectorielle multi-axe commença comme une initiative conjointe sur fonds propres de General Electric et de General Dynamics. L'US Air Force avait refusé de financer ces essais. Les deux compagnies se sont donc tournées vers Israël, lequel était hautement intéressé par cette capacité pour ses propres F-16. Entre-temps, le laboratoire Wright de l'US Air Force se déclara enfin intéressé par cette recherche et y prit une part active, alors qu'Israël s'en retirait en 1992. Au même moment, General Dynamics obtenait un contrat pour développer un avion de simulation de tests de stabilité variable en vol. L'objectif incluait la démonstration de l'utilité tactique de la poussée vectorielle en combat aérien rapproché. L'avion démontra sa capacité à conserver un angle d'attaque stabilisé de 86 degrés et une incidence instantanée jusqu'à 180 degrés. En d'autres termes, l'avion pouvait voler en marche arrière pendant un bref instant. La poussée vectorielle apporte un avantage significatif dans la rapidité avec laquelle il est possible de se placer en position de tir. Mais le vol aux grands angles d'attaque est seulement considéré comme une solution désespérée en combat aérien. Tout pilote de chasse qui se respecte sait que le succès en combat dépend de la bonne gestion de la vitesse et de l'énergie, pas en s'immobilisant en plein ciel, même si c'est spectaculaire. Un des développements principaux du F-16 fut l'amélioration de ses capacités tout temps et nocturnes. Quelquefois présenté comme le Night Falcon, faucon nocturne, ce nouveau F-16 apparut en 1989 et le Lantern constitue le cœur de ses nouvelles capacités. Le Lantern est un système constitué de 2 pods qui autorise les équipages à utiliser leurs avions de jour comme de nuit et dans les conditions météo les plus difficiles. Il comporte un radar de suivi de terrain et un système de visée à infrarouge dirigé vers l'avant, le FLIR, qui collecte les informations pour le système d'armes de l'avion et désigne les cibles avec un laser. Le désignateur laser illumine les cibles pour les bombes guidées laser ou GBL. Il peut être aussi utilisé pour détecter et suivre les cibles terrestres mobiles pour le compte des missiles AGM-65 Maverick. Il est même possible de désigner plusieurs cibles pour plusieurs Mavericks qu'il est alors possible de tirer au cours d'un même passage. Un autre usage du laser est de déterminer la distance exacte avec un point de repère afin de recaler le système de navigation inertielle de l'avion. Ceci est indispensable pour atteindre une cible sans référence visuelle. Le collimateur JEC Marconi a été la réponse pour l'US Air Force à sa demande pour une visualisation tête haute capable d'afficher une image infrarouge issue du FLIR du Lantern. La conception de ce HUD a été un véritable challenge. Les optiques conventionnelles n'autorisaient pas l'intégration de ces données sur une vitre d'une telle taille. On appliqua donc les nouvelles technologies telles que l'holographie. On s'assura également que le HUD n'interférait pas avec la ligne d'éjection, c'est-à-dire qu'il laissait suffisamment de place pour laisser passer les genoux et les pieds d'un pilote en train de s'éjecter. Dans le cas du F-16, le collimateur sert de pare-brise pendant cette séquence, car la verrière d'une seule pièce est complètement éjectée, exposant ainsi le pilote au vent relatif. La glace du HUD doit être également suffisamment solide pour y résister elle-même.
à tel point qu'on a retrouvé plusieurs collimateurs en parfait état dans des épaves de F-16 qui s'étaient écrasées. Les pods Lanthirn sont installés juste sous l'entrée d'air. Le pod de navigation est à gauche, la nacelle de désignation est à droite. Le pod de navigation comporte le radar de suivi de terrain et un FLIR, tandis que le pod de désignation est équipé d'un autre FLIR et du désignateur laser. Le Lanthirn possède une interface avec les commandes de vol car il est capable d'assister le pilote en mode suivi de terrain. En plus du Lanthirn, le nouvel F-16 possède un circuit de respiration sous pression pour améliorer la tolérance au jet du pilote, l'alimentation nécessaire pour les contre-mesures électroniques internes et un collimateur de tir-canon amélioré et la capacité d'engager des cibles terrestres mobiles. La section de l'arrière du fuselage permet d'y installer aussi bien le General Electric F-100 ou le Pratt & Whitney F-100 sans que ces moteurs ne soient interchangeables. La cellule est renforcée pour supporter 9 G à la masse de 13 tonnes au lieu de 12. Et la masse maximum au décollage est portée à 19 tonnes. Les jambes du train d'atterrissage sont rallongées pour augmenter la garde au sol des deux pods Lanthirn et renforcées pour supporter le poids supplémentaire. Les trappes du train ont été galbées pour laisser de la place aux roues plus larges, tandis que les feux d'atterrissage ont été déplacés sur la trappe du train avant. 615 Night Falcon ont été délivrés à l'US Air Force, mais aussi aux forces aériennes de Turquie, du Bahreïn, d'Israël et d'Égypte. Les F-16C Block 50-52 sont en production. Ils comportent un réacteur aux performances améliorées, soit le F-110 GE-129 pour le Block 50 ou le F-100 PW-229 pour le Block 52. Le F-100 PW-229 est plus léger et plus puissant que les F-100 ancienne génération. Il délivre 13 tonnes de poussée. Apparue fin 1990, la production de cette version est toujours en cours et devrait s'étendre au-delà de 2005 avec les derniers avions délivrés à la Grèce et à Israël. Le premier F-16 Block 50 a été livré à l'US Air Force en novembre 1991. En 1997, plus de 300 l'avaient suivi pour 4 clients différents. Les blocs 50-52 commandés après 1996 comportent des éléments du MLU comme les écrans multifonctions en couleur, l'enregistreur vidéo tri-band et l'ordinateur de mission modulaire. Le bloc 50-52+ est une version qui possède la capacité d'emport de l'arme de McDonnell Douglas, le JDAM, Joint Direct Attack Munition. La mise à jour comprend une antenne sur la dérive contenant un radar à ouverture synthétique autorisant le guidage des bombes Mark 83 de 1000 livres, les Mark 84 de 2000 livres et les BLU 109 de 2000 livres également. Un détecteur passif d'alerte missile avec un système de navigation à référencement de terrain. Et l'équipement pour accueillir les réservoirs conformés de 2271 litres sur les flancs du fuselage. On trouve aussi un système de génération d'oxygène embarqué, un système de visée de casque, une batterie de contre-mesure interne, le radar Northrop Grumman APG-68, lequel apporte des améliorations sensibles en matière de portée de résolution, d'évolution et de tolérance.
De plus, l'application de processus techniques avancés améliore la capacité du radar à opérer dans les environnements électromagnétiques intenses et résister au brouillage mieux que les anciens modèles. L'un des derniers clients pour ces F-16 est l'aviation grecque. Après avoir envisagé de devenir partenaire du programme Eurofighter Typhoon, la décision d'acquérir 50 F-16 Block 52 avec une option de 10 supplémentaires a été révélée en juin 2000 et passée en septembre 2001. La commande est constituée de 40 monoplaces et 20 biplaces de la sous-version 52 équipée des réservoirs conformes. Le développement du F-16, de chasseur léger à chasseur bombardier, implique sa capacité à emporter une grande diversité d'armements. En mission de combat aérien, il emporte aussi bien des missiles à moyenne portée que des Sidewinder à courte portée. Ces armes permettent au F-16 de combattre aussi bien au-delà de la portée visuelle du pilote qu'en combat rapproché. Il emporte également un canon M61 Vulcan de 20 mm. Le F-16 emporte une large gamme d'armes air-sol comme le missile Maverick et le missile anti-radar HARM. Dans ses fonctions de bombardier, le F-16 emporte une combinaison d'armements incluant des armes à guidage laser pesant jusqu'à 2000 livres chacune. Les F-16 emportent la bombe JDAM de McDonnell Douglas de 2000 livres qui furent employées pour la première fois lors des combats contre l'Irak. En outre, cette panoplie d'armement est complétée par des armes non guidées telles le Gator, conteneur à sous-munitions et les lance-roquettes. Cette remarquable polyvalence en matière d'armement sur un avion d'une taille modeste explique la grande popularité du F-16 dans les forces aériennes dans le monde entier. Mais il est aussi très apprécié du grand public lors de ses apparitions dans les meetings aériens. Il est la monture de la patrouille de démonstration de l'US Air Force, les Thunderbirds.
Bien d'autres forces aériennes l'utilisent également comme démonstrateur. Ici, nous pouvons apprécier la fabuleuse démonstration de Rudy Schoukens de la force aérienne belge à Biggin Hill. En raison de la proximité de Londres et de l'aéroport d'Heathrow, d'importantes contraintes s'appliquent sur les démonstrations effectuées par les pilotes à Biggin Hill. Avec dextérité, Rudy parvient à maintenir son F-16 dans les limites du périmètre de l'aérodrome grâce à la manœuvrabilité de son avion. Comme les Belges sont basés à cette occasion à Manston, Rudy effectue seulement un touch and go, utilisant la puissance considérable du F-16 pour s'arracher de la courte piste de Biggin Hill. Que Rudy soit détenteur du trophée Breitling, qui récompense la meilleure démonstration en solo, n'est finalement pas vraiment une surprise. Bien que le F-16 soit maintenant en service depuis plus de 25 ans, il est prévu de rester l'un des chasseurs principaux de l'inventaire américain et celui de bien d'autres nations alliées, bien au-delà de 2015 et restera opérationnel sans doute après 2030. Plus de 4000 F-16 ont été livrés à 24 pays, incluant l'aviation américaine, ce qui fait de lui l'avion de combat le plus populaire de sa génération, et de loin.